Eh bien, la rentrée 2018 a été quand même particulièrement tendue sur les marchés financiers. Les marchés européens ont décroché. Les indices américains, eux, tiennent encore la route, heureusement. Et on va voir ensemble justement que le CAC et le DAX, eux, sont sur le fil du rasoir. Il ne faudra véritablement pas aller plus bas. On va voir tout cela ensemble dans cette vidéo. Je vais vous exposer également ce qui s'est passé, notamment d'un point de vue macro aux États-Unis, parce qu'il y a le chiffre de l'emploi mensuel aux États-Unis, le chiffre le plus important, je dirais même dans le monde, en tout cas en termes macroéconomiques. Mais ce qui est important, ce n'est pas le chiffre en lui-même, c'est ce qui se passe un petit peu, ce qui se cache en dessous de ce chiffre. On va voir tout ça ensemble et vous êtes très nombreux à me poser la question, le Bitcoin, est-ce qu'il faut l'acheter, est-ce qu'il ne faut pas l'acheter, est-ce que c'est reparti ou pas? Et je vais vous en parler parce que j'en ai parlé en début de semaine. Je vais vous montrer également quels étaient, comme à chaque fois, mes plans de trading de la semaine. Alors c'était une rentrée plutôt light me concernant. En intraday, de toute façon, il y avait quand même très peu de volatilité. Les marchés ont été quand même européens très directionnels tout de suite, mais j'ai quand même réussi à mettre en application quand même des plans de trading, c'est-à-dire le CAC et le Nasdaq plus particulièrement. Vous allez voir également quels étaient nos plans de trading sur le DAX. On fait le point ensemble dans cette vidéo. Je suis vraiment très ravi de vous retrouver avec beaucoup de nouveautés. Ravi de vous retrouver pour cette rentrée. Beaucoup de nouveautés à venir, comme je vous le disais en préambule. On en parlera ça à la fin de cette vidéo. J'aimerais tout d'abord commencer par évoquer ce qui s'est passé cette semaine, donc pour cette rentrée sur les indices européens et américains plus particulièrement. Il ne s'est pas véritablement passé grand-chose. Alors il y a eu quand même quelques décalages sur les paires du Forex, que ce soit l'eurodoll qui est en train de repasser sous la zone des 1,16. Là, vous le voyez d'ailleurs sur ce graphique, les marchés n'ont pas encore tout à fait clôturé la semaine. Pourquoi est-ce que je fais justement l'enregistrement avant la fin et la clôture des marchés? Tout simplement, comme vous le savez, en tout cas certains d'entre vous le savent, je ne traite pas le vendredi après-midi, notamment après le NFP. C'est vrai que quand on fait du swing trading, prendre des positions le vendredi juste avant la clôture des marchés, c'est peut-être se tirer une balle dans le pied, d'autant plus qu'on reste quand même dans une situation encore très délicate, notamment aux États-Unis. Vous savez, il y a toujours cette guerre commerciale entre notamment les États-Unis et la Chine. Donc on n'est pas à l'abri à ce que M. Trump nous tweete quelque chose dans le week-end. Donc c'est quand même effectivement dangereux de prendre des positions. Et on va le voir que les indices sont sur des zones quand même très tendues, surtout en Europe. Alors les États-Unis sont un petit peu détachés de tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont détachés de tout ça? Alors tout simplement parce que on n'est absolument pas dans le même contexte économique entre les États-Unis et l'Europe, parce que ce sont les deux zones géographiques qui vont nous intéresser plus particulièrement dans cette vidéo. Aux États-Unis, on a eu le chiffre, comme je vous le disais, le NFP, donc ce chiffre de l'emploi mensuel aux États-Unis. Alors on a également le taux de chômage qui lui d'ailleurs est ressorti légèrement moins bon que prévu, mais on reste sous les 4% de chômage aux États-Unis. Donc ça, c'est une mauvaise surprise en soi. Mais alors, on ne va pas rentrer ici dans le débat de savoir si les chiffres aux États-Unis sont trafiqués ou pas. Mais ce qui est important, ce sont les créations d'emplois aux États-Unis. Et ces créations d'emplois sont ressorties légèrement meilleures que prévu. On attendait à peu près 190 000 créations de postes. Pour le mois précédent, il en est ressorti légèrement au-dessus des 200 000. Donc c'est légèrement meilleur que prévu. Mais le chiffre du mois précédent a été ressorti, a été révisé, pardon, à la baisse. Donc c'est-à-dire que le chiffre du mois précédent a été sorti et aujourd'hui finalement ceux qui justement calculent justement ces créations de postes, etc., finalement ont révisé à la baisse le chiffre qui était ressorti. Donc finalement on n'a pas véritablement eu de bonnes ou de mauvaises news vis-à-vis de ce chiffre. Mais comme je vous le disais, ce qui était important, c'est pas véritablement le chiffre du NFP en lui-même, c'était plutôt le prix, les salaires, le calcul justement des salaires et le paiement des salaires qui, eux, ont augmenté de manière quand même assez sensible. C'est-à-dire que sur un an, eh bien, les salaires ont augmenté aux États-Unis de 2,9%. Donc c'est quand même relativement important. C'est la plus grosse progression de salaire enregistrée depuis 2009. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les salaires augmentent et donc on risque d'avoir une inflation
plus importante que prévu aux États-Unis. Qui dit inflation dit intervention de la banque centrale en question, c'est-à-dire la réserve fédérale américaine. Vous savez que les États-Unis, eux, sont dans une perspective de relèvement de taux depuis maintenant plusieurs mois, alors qu'en Europe, on est peut-être en train de réfléchir à cette option-là, mais on n'est absolument pas dans ce cas-là. Alors qu'aux États-Unis, eux, on est vraiment là dans une perspective de relèvement de taux lié justement pour éviter qu'il y ait une inflation trop importante et que finalement derrière on soit dans une surchauffe en termes d'inflation. Donc qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que la Fed, et là où ça va être très très important, c'est que vis-à-vis justement de cette progression des salaires très importante depuis en tout cas 2009, il risque d'y avoir un resserrement monétaire plus important que prévu, et on verra ça lors des prochaines réunions de la Réserve fédérale américaine, en tout cas des prochains communiqués. Mais en tout cas, si la Fed ne relève pas ses taux et qu'il y a une inflation très importante, ça risque de rendre quand même nerveux, notamment les investisseurs obligataires qui justement font quand même très très attention à cette notion d'inflation et de ce décalage entre les taux directeurs et une inflation peut-être trop importante. Donc voilà pour schématiser ce qui est en train de se passer un petit peu aux États-Unis. D'un autre côté, on n'a pas de catalyseur haussier pour le moment, les publications d'entreprises sont passées. En termes macro, c'était véritablement le rendez-vous de la semaine, voire même du mois aux États-Unis. Mais ce qui va être très important maintenant à l'avenir, ce sera justement les communiqués autour de la Réserve fédérale américaine qui risque de tendre peut-être un petit peu les indices américains. Alors, d'un côté, on n'a pas de catalyseur haussier qui permettent de justifier justement une accélération, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. On a toujours quelques inquiétudes, notamment autour de l'Italie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement tout au long de cette semaine et de cette rentrée? On a eu les indices européens, alors effondrés, toute chose étant relative bien évidemment. Si on se met sur des unités de temps vraiment très très longues, notamment sur le CAC, ici le graphique que vous voyez à l'écran, on reste quand même dans une situation de range ici en données mensuelles. Je suis ici sur le CAC 40 en données mensuelles, c'est-à-dire une bougie égale un mois. Vous voyez qu'on est toujours dans un range quand même très clairement identifié ici. Donc on n'est absolument pas en bear market, on est bien d'accord. Mais par contre, si on regarde quand même en daily, on a eu quand même une forte accélération baissière ici sur le CAC. Donc comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, on est sur le fil du rasoir. Oui, on est sur le fil du rasoir parce que sur le CAC, vous voyez, alors tout le monde l'a identifié bien évidemment, mais cette zone des 5250 points sur le CAC qui a tenu quand même à de très nombreuses reprises des accélérations baissières. Vous voyez ici qu'on a une forte accélération baissière au mois de novembre l'année dernière. On a tenu, on a tenu. Alors après, on est passé bien évidemment brièvement au-dessus, mais en dessous. Mais c'est vrai qu'au courant du mois de juin, on a eu également une forte accélération baissière ici. Vous avez vu qu'à plusieurs reprises, on a tenu cette zone des 5250 points. Pardon. Et vous voyez qu'on est en train de tenir en cette fin de séance. Alors les marchés n'ont pas encore clôturé. Peu importe, c'est pas pour autant que je vais prendre des positions à l'achat autour de la zone de cours actuelle. Tout simplement parce qu'on est quand même dans une dynamique quand même fortement baissière. On n'a pas de signal de retournement haussier. On n'a pas de catalyseur haussier pour le moment qui permettrait de justifier une accélération haussière. Mais le seule raison pour le moment, en tout cas, alors deux éventuellement raisons pour lesquelles on pourrait, en tout cas les opérateurs pourraient revenir à l'achat autour de cette zone des 5250 points. Premièrement, c'est justement peut-être que les mauvaises news sont passées, sont pricées. Les mauvaises news, en tout cas, c'est le fait que les publications de résultats, notamment en Europe, n'ont pas été très folichonnes et qu'il n'y a pas véritablement effectivement de mauvaises news qui permettent de justifier justement vraiment un sell-off et pas un crack, on n'en est absolument pas là, mais en tout cas la mise en place d'une tendance baissière très forte sur les indices européens et notamment sur le CAC 40 et le timing d'intervention, c'est-à-dire qu'effectivement on peut se dire que les marchés ont bien baissé, on est sur une zone support, on appuie sur le bouton achat parce qu'on a un très bon timing d'intervention et on voit ce qui va se passer à moyen terme parce qu'il n'y a pas de raison à ce que les marchés décrochent. Les marchés américains tiennent encore et on va le voir juste après, tiennent très bien pour le moment. Donc il n'y a pas de raison pour le moment qu'ils décrochent eux non plus. Donc finalement les indices européens n'ont pas de raison de baisser très fortement. Ce qui est également important, et je voulais revenir là-dessus, c'est cette notion de corrélation qu'on a entre les indices européens et les indices américains. Alors, on ne peut pas, et vous le savez, on ne peut pas comparer le CAC avec le DAX, on ne peut pas comparer le CAC
avec les indices américains, parce que vous savez qu'il n'est pas calculé de la même manière, hein. Le CAC, on enlève justement, on enlève les dividendes qui sont versés, donc bien évidemment on ne peut pas comparer le CAC avec le DAX ou avec le Dow Jones ou avec les Nasdaq, mais en tout cas, si on regarde la corrélation par exemple entre le DAX et les indices américains, vous voyez que le DAX, lui, a fortement baissé, fortement chuté cette semaine. L'indice Dow Jones, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a absolument rien fait. On va en parler juste après. Pour terminer avec les indices européens et notamment le DAX, on a vu que le CAC, lui, était sur des plus bas depuis cet été. Et vous voyez que le DAX, lui, est plus bas que l'indice CAC 40. Alors lui, le DAX, c'est un peu plus tendu, voire même beaucoup plus tendu que l'indice CAC 40, parce que lui, il est sur ses plus bas depuis 1 an et demi. Vous voyez ici, avril 2017, août 2017 et début d'année 2017, entre, on va dire, février et mars de cette année. Et vous voyez qu'on est pile poil dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est vraiment sur ce qu'on appelle une ligne de coup. Alors, vous êtes peut-être très nombreux à l'avoir vu. Je pense que l'intégralité du marché de ceux qui traitent le DAX l'ont vu. Vous voyez ici la formation, ici la structure, épaule, tête, épaule. C'est une figure chartiste, donc une ETE dans le jargon. Donc épaule, tête, épaule sur l'indice DAX en données hebdomadaires. Ça veut dire quoi? C'est une figure de retournement avec ce qu'on appelle, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une ligne de coup ici à 11 900 points. Si on rompt la ligne de coup, si on casse cette ligne de coup, on devrait avoir un marché baissier, tout simplement en retournement de la tendance précédente. La tendance précédente était bel et bien haussière depuis 2016, au moins d'ailleurs depuis 2016. Et donc si on devait rompre cette ligne de coup, on devrait aller, pourquoi pas, retourner l'intégralité de la tendance précédente ou au moins dans on va dire la réalité de l'analyse technique, hein. Si on veut vraiment être très technicien, on prend ici le haut de la tête de cette épaule, tête-épaule, on la reporte et ça nous donne un objectif théorique vers 10 300 points sur le DAX. Bon, dans la mesure où tout le monde l'a vu, je ne sais pas si ça va réellement se passer ou pas. Bon, c'est à mettre d'un côté, je ne suis pas vraiment fan de ce type de configuration. Après, encore une fois, si vous voulez avoir plus d'informations, il y a énormément d'informations sur Internet, bien évidemment. Vous tapez épaule, tête-épaule en analyse technique. Vous voyez à peu près ce que ça vous donne dans la théorie. En tout cas, c'est clair qu'il faut quand même la considérer. Il faut considérer que les marchés, finalement, qu'est-ce que ça traduit une épaule, tête-épaule? Ça traduit tout simplement qu'on a une première accélération haussière, une deuxième accélération haussière avec des plus hauts que les précédents. On retente, mais on n'arrive pas, les marchés n'ont pas la capacité à retrouver leur récent plus haut. Et donc, ça donne finalement un sentiment, en tout cas une psychologie que le marché a tenté de relancer, mais n'est même pas arrivé à rattraper ses récents plus hauts. Donc finalement, ça traduit le fait que le marché, peut-être la tendance haussière est en train de s'essouffler une fois, deux fois, troisième tentative moins forte que la précédente et du coup ça donne justement un petit peu ce sentiment psychologique que le marché n'a pas la capacité à retrouver ses plus hauts. Donc après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Est-ce que ça va permettre de prendre une position ou pas? Moi en tout cas, ça ne va pas me permettre de prendre une position cette épaule, tête épaule. Quand est-ce qu'il faut vendre? Finalement, idéalement, et c'est comme je le disais en live sur cette semaine sur IVT, puisque bien évidemment on en a parlé, c'est finalement d'attendre la rupture, d'attendre la validation du pullback et de reprendre une position vendeuse lorsqu'on valide cette ligne de coup une seconde fois. On passe en dessous, on fait un pullback. Une fois que le pullback est validé ici, on peut effectivement se dire « Ok, la ligne de coup, elle tient bien. L'épaule, tête, épaule est validée. Pullback et derrière, on entame une dynamique baissière. » Voilà. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que pour moi, ça ne va pas véritablement m'aider à prendre une position moyen terme sur le DAX. Moi, je préfère attendre encore une fois le début de la semaine prochaine, voir justement si cette zone de support tient ou pas. Pour ceux qui sont membres VIP chez IVT, vous le savez, et je vous le répète ici dans cette vidéo, je ne paye pas, je n'achète pas la zone de cours actuelle, même si le timing nous le permet, comme je vous le dis, le timing nous permettrait effectivement de prendre une position en partant du principe qu'on est en bas de range et que pour le moment, il n'y a pas de raison d'aller beaucoup plus bas. Dans un second temps,
la dynamique baissière, notamment en daily, qu'on a mis en place depuis la rentrée, que ce soit d'ailleurs sur le CAC ou sur le DAX, est quand même très importante. Les indicateurs sont plutôt baissiers autour de la zone de cours actuelle. Je préfère, et je vous le répète, je préfère louper un point bas et prendre un signal de retournement haussier une fois qu'on a validé justement cette zone support sur cette zone des 11 900 que d'essayer d'attraper le point bas. Parce que le problème, c'est que si vous essayez d'attraper le point bas, vous essayez peut-être déjà même d'ailleurs d'attraper le point bas depuis quelques séances et finalement, vous êtes après en mode espoir en espérant que lundi matin, on ne se réveille pas avec un gap baissier, open égale plus haut et que derrière, on entame justement les plus bas. Et là, vous êtes mort, d'autant plus si vous utilisez l'effet de levier. Donc, je préfère pour le moment attendre le début de la semaine prochaine. Si début de semaine prochaine, on valide les supports sur le DAX ici ou sur le CAC ici autour de cette zone des 5250 et qu'on arrive à franchir et à donner un signal H4, H1, ça veut dire en donner 4 heures ou en donner 1 heure autour de cette zone des 5200, oui, 5250, oui, je tenterai de payer. Mais vous voyez que sur le CAC, attention, sur le CAC, on a encore un gap ici à combler, le gap du 5 avril dernier à 5160 points. Et la grosse zone sur le CAC, c'est plutôt 5050. Là, on est vraiment dans une grosse zone intermédiaire, mais la très grosse zone en hebdomadaire, c'est plutôt autour des 5040. Voilà concernant le plan sur le CAC et sur le DAX. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine sur le CAC et le DAX? Je vous ai donné une petite indication. Pour ceux qui ne sont pas membres VIP, viens de vous dire justement que je vais attendre de voir si on retrouve, si on arrive à avoir la capacité de donner un signal haussier une fois qu'on a confirmé cette zone support des 5250. Sinon, pour le moment, je laisse courir. On verra juste après dans cette vidéo, bien évidemment, quels ont été mes plans de la semaine, comme d'habitude. Concernant les indices américains, j'en ai parlé justement juste avant. Sur les indices, notamment sur le Dow Jones, vous le savez, phase de consolidation horizontale, j'en parle très souvent dans cette chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pendant que je suis en train de parler. Il suffit tout simplement de faire s'abonner et vous allez avoir après toutes les notifications lorsque je publierai des nouvelles vidéos. Je vous en parlerai juste après. On est dans des phases de consolidation horizontale sur l'indice Dow Jones, sur une phase de consolidation horizontale en daily. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tout simplement plus de chances d'en sortir par le haut. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une tendance ici, la tendance se prolonge X fois, ne se retourne qu'une seule fois. Donc lorsque vous avez des phases de stabilisation horizontale, on a plus de chances d'en sortir dans le sens de la tendance précédente et donc par le haut. Ça ne veut pas dire qu'on a 100% de chances de sortir par le haut parce que sinon il n'y aurait qu'une seule tendance sur les marchés, elle ne se retournerait finalement jamais. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pour le moment, est-ce qu'il faut vendre les indices américains? Oui, mais pas le Dow Jones. En tout cas, pour moi, je ne vais pas vendre l'indice Dow Jones qui lui tient particulièrement bien. Il y a d'autres indices qui sous-performent, notamment l'indice le Dow Jones. Je vous montre dans un premier temps le SP500. Le SP500 sous-performe le Dow Jones. Il y en a un autre qui sous-performe encore plus que le Dow Jones et que le SP500. Vous allez voir juste après. Le SP500, on peut tracer. Alors, je ne suis pas très fan de cette figure. C'est un biseau. Pourquoi je ne suis pas très fan de cette figure? En l'occurrence, globalement, j'aime bien ce type de figure. Mais là, en l'occurrence, c'est un biseau ascendant. Mais qui doit retourner, en tout cas, qui doit être dans le sens de la tendance précédente. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, vous devez avoir, lorsque vous avez un biseau ascendant, une dynamique baissière très forte précédente. Alors, on a une petite dynamique baissière, mais vous voyez qu'elle est quand même pas très importante. Donc, est-ce que c'est vraiment un biseau ascendant? Je vais le prendre plutôt comme une oblique. C'est-à-dire que pour moi, on a plutôt une borne basse ici qui tient bien. Ici en bleu, vous le voyez, c'est la moyenne mobile à 20 jours. Donc, ça reste pour le moment une zone support très importante. Ici, on va le tracer autour de cette zone des 2860 points. Donc, sur le SP500, pour le moment, tant qu'on tient la borne basse ici de ce biseau, on va l'appeler comme ça, et tant qu'on tient la MM20 en clôture, pour le moment, il n'y a pas péril dans la demeure. On est simplement dans des petites phases de consolidation. On n'est absolument pas dans une phase de correction, encore moins de bear market. Et on va voir tout de suite sur le Nasdaq. Je vais en parler également juste après parce que j'avais un plan de trading justement là-dessus. Et j'avais uniquement un plan de trading vendeur que sur cet indice américain-là. Vous voyez que le Nasdaq, lui, on était en petite phase de stabilisation. Avant
justement à ce que je prenne quelques jours de repos, c'est-à-dire le 6 août, très exactement, j'ai envoyé à tous les membres VIP, hein, ça serait pas mal que vous me le confirmiez en commentaire de cette vidéo, ça serait vraiment très sympa de votre part. Je vous disais, on était autour de cette zone des 2740 points ici. Enfin plutôt ici, bon peu importe, autour de cette zone de toute façon, le Nasdaq n'avait pas trop bougé entre le 7 août et le 20 août, on était autour de cette zone des 7400 points. Je vous ai dit à ce moment-là, attention, on risque de sortir par le haut de cette phase de consolidation horizontale. Pourquoi? Est-ce que vous voyez ici, cette résistance horizontale et ce support oblique? Ça vous donne un triangle. Voilà, on est autour de cette zone, vous voyez ici, on a un triangle ascendant. Ça, c'est une figure vraiment très importante, notamment lorsqu'on est en tendance haussière. Donc là, vous voyez, on est sorti par le haut. Et je vous disais, attention, on peut taper les 7007. Alors, j'avais un ordre vendeur, je suis parti en vacances, à 7700 points. Malheureusement, il ne s'est pas déclenché. On a fait 7690 sur le Nasdaq. Derrière, j'ai dit, autour de cette zone des 7007, je surveille des signaux baissier H4 autour de cette zone des 7007. Si on ne sait pas ce que c'est un signal baissier H4 selon la méthode IVT, et bien tout simplement, on commence à être vendeur en daily, en swing, en intraday, sous 7600 points. Sous 7600 points, objectif 7500 points. Donc, je vais vous montrer tout de suite l'historique justement de ces notifications. Ça, ce sont toutes les notifications qu'on envoie sur IVT. Que vous recevez sur votre smartphone et dans ces notifications justement, voilà, on retrouve la notification que j'avais envoyée à tous les membres VIP. Première option, vente de signaux baissiers vers 7700 points. On est arrivé à 7690 points, donc ça c'est pour les plus actifs qui sont devant leur écran. Pour les autres, vente 6 sous 7600 points. Et après j'en fais le suivi tout au long de la semaine. Vous voyez ici, donc là c'est la notification du 4 septembre 2018, si on repasse au-dessus des 7640 points, alors j'invalide mon scénario de vente. Au-dessus des 7640, 7640 points. Donc là, je passe tout de suite à la deuxième partie et je fais une transition finalement qui n'était pas forcément prévue, mais comme ça au moins, je vous montre un petit peu les différents plans de trading que j'avais eu tout au long de cette semaine, puisque l'indice Nasdaq en fait partie. Vous voyez ici, hop, on passe sous la zone des 7600 points et je vous ai indiqué notification du 4 septembre à 18h36, invalidation uniquement, c'est-à-dire qu'en fait on coupe les ventes, tout simplement on coupe les ventes, on arrête de vendre, on arrête de chercher des positions vendeuses. Si on repasse au-dessus des 7640, 7645 points. Regardez ici, quel a été plus haut le 4 septembre après donc ma notification, bien évidemment, vers 20h, on a fait 7640 points ici, tout rond, une fois à 22h, une autre fois dans la nuit à 3h, 3h30 du matin. Et derrière, on a fait l'objectif à 7500 points. Comme je vous l'ai dit ici, objectif 7500 points, le bas tout simplement du canal ascendant. Donc vous voyez ici, on a fait effectivement un très bel objectif sur le Nasdaq 100. Est-ce que c'est intéressant de le revendre maintenant? Non, parce que c'est en dessous finalement de ma zone de sortie. Je vais attendre la semaine prochaine de voir si là, on n'a pas eu affaire justement à un bear trap. Un bear trap, c'est quoi? C'est un piège vendeur, c'est-à-dire qu'on donne un signal baissier, mais finalement, on l'invalide très très rapidement. Et là, peut-être qu'on a affaire à un bear trap. Donc, je vais attendre la semaine prochaine de remettre en place un plan de trading. Je vous donne ici le plan de trading qui a été défini. Alors, comme chaque semaine, bien évidemment, tous les lundis, je donne mon point de vue sur les marchés avec une introduction, etc. Mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le plan de trading. Voilà, vente 7100 points, vente 6 sous 7600 points. Donc, vous voyez ici le plan de trading complet qui a été proposé concernant la prise de position sur le Nasdaq avec, bien évidemment, toujours un suivi dans les notifications que vous recevez sur le Nasdaq ici sur votre smartphone. Ensuite, l'autre plan de trading, et vous l'avez vu très certainement passer ici, c'était sur le CAC 40. Alors, voilà le plan de trading. Je l'ai actualisé lundi après-midi pour rajouter d'autres actifs puisque c'était la rentrée et j'attendais de voir. J'ai quand même
manger beaucoup de graphiques de partout, de news, etc. avant quand même bien évidemment d'avoir des plans de trading, hein. On ne trade pas, on ne se lève pas comme ça à 10h30, à 11h et en sachant comme ça, en claquant des doigts, s'il faut acheter, s'il faut vendre, à quel niveau, etc. Donc il faut quand même, il y a beaucoup de travail en amont de cliquer finalement sur le bouton de la souris achat ou vente. Donc là en l'occurrence sur le CAC, j'avais, vous voyez ici, OC Swing, donc c'est des ordres que je place avant, avant le début de la semaine, tout simplement. Donc c'est des ordres que je place et j'attends de voir s'ils sont déclenchés ou pas. Vous voyez pas très bien d'ailleurs sur le graphique, je suis en train de remarquer en bas à gauche. Voilà, je vous le donne ici. Achat 5325, vente 5540. Alors ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas puisque tout simplement on n'est pas atteint ces zones. Par contre, on a atteint ces deux zones-là. Concernant l'achat à 5325, je vous montre un petit peu justement quel est l'intérêt d'avoir des plans de trading en amont parce que vous déterminez des zones et sur ces zones, après, vous tradez ou pas. 5325, début de la semaine, on casse les 5004. On arrive tout de suite sur la zone des 5325 et je ne sais pas si vous voyez ici, mais on a fait sur le CAC 40 cash 5322,8 points. Donc c'est-à-dire que tout simplement, sur le cash, on a atteint ma zone des 5325 et derrière, on a pris 30 points, quasiment 35 points dans la foulée. Donc voilà, mon OC à l'achat a été déclenché. Vous allez dire, ok, mais là du coup, on est à 5245. Est-ce que tu es encore à l'achat à 5325? Eh ben non, non, tout simplement, vous voyez ici la notification 4 septembre, 17h14. Alors, vous voyez que j'étais dans un premier temps short sur le Nasdaq et dans un second temps, parallèlement à l'achat sur le CAC. Ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Vous savez qu'il y a, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Là, en l'occurrence, vous voyez que sur le CAC, OC achat swing 5325 déclenché. Pour ma part, on était à 5355. J'allège avec plus 30 points de gain. Et qu'est-ce que je fais sur le reste de ma position? Je mets mon stop au cours d'entrée. BE, ça veut dire cours d'entrée. Et je conserve uniquement, donc dans la nuit, uniquement si on est au-delà des 5360 après 21h30. Parce que j'estime que si on n'arrive pas à clôturer au-dessus de cette zone des 5360, ici, j'estime que ce n'est pas un signal de force, c'est plutôt un signal de faiblesse qu'on a sur le CAC. Et vous avez vu que finalement, avant 22 heures, alors ici je suis sur le cash, donc vous ne le voyez pas, mais si vous regardez vos contrats futurs ou vos contrats CFD, vous voyez qu'on a clôturé en dessous de cette zone des 5360. Bon, je vais vous montrer ici, comme ça ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus transparent avec vous. Vous voyez que ici, à 21 heures, on était 5350. Donc comme je vous l'ai dit, hop, je sors ma position, 10 points, 20 points pardon, de gain entre 5325 et 5345, 5350 en fonction de là où vous êtes sorti. On attend l'ouverture le lendemain matin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je reprends le caca. Vous voyez qu'on est en dessous de mon prix d'entrée. On rebaisse, etc., etc. Et là, je ne prends plus de position sur le CAC tant qu'on n'est pas dans une nouvelle zone d'intervention. Voilà. Voilà concernant mes plans de trading de la semaine. Il y en avait plein d'autres, mais ils n'ont tout simplement pas été déclenchés. Alors, je vais vous le montrer encore une fois en toute transparence. Le Nikkei, j'avais une zone de vente sur 23 000. On a buté justement en dessous de cette zone des 23 000. Et sinon, l'eurodoll, il ne s'est absolument rien passé. Sur le pétrole, j'étais à l'achat au-dessous de cette zone, c'est 66 $. Je vous le donne, allez, puisque vous êtes arrivé jusque-là sur cette vidéo, j'espère qu'elle n'est pas trop longue. Je vous donne mon point d'achat sur le pétrole, sur le WTI. C'est 66 $ à l'heure actuelle. On a le pétrole qui est en train de se replier. Si on revient sur 66 $, je recherche à nouveau des achats. Voilà concernant le point global et mes stratégies, les plans de trading que j'ai mis en place cette semaine. Alors vous avez vu qu'il n'y en a que 2 qui se sont déclenchés. Vous allez dire oui, mais du coup tu as passé 2 trades dans la semaine. Eh bien oui, trader, c'est pas forcément être H24 sur le marché, c'est pas forcément passer 75 opérations dans la journée. Je ne suis absolument pas adepte de scalping parce que je ne comprends pas, mais surtout parce que c'est pas mon style de trading, c'est pas mon profil, de trading. Ça, soit vous êtes débutant et vous allez après comprendre
et apprendre et vous allez vous approprier votre propre style de trading. Moi, je suis plutôt un adepte de swing, voire de moyen terme, mais plutôt de swing trading, c'est-à-dire des positions sur plusieurs heures et plutôt d'ailleurs même plusieurs jours. Donc ça ne me dérange pas de passer 2 trades dans la semaine, absolument pas. Au contraire, je trouve que c'est plus serein, on évite d'être constamment devant les écrans, on a des plans de trading bien déterminés en début de semaine. Une fois qu'on arrive dans les zones, on y va. Et ça ne sert à rien après d'arriver, lorsqu'on est entre deux zones d'intervention et qu'on n'est pas dans un plan trading, de se poser la question et de se torturer la tête, de savoir faut acheter, faut vendre, est-ce que ça va tenir, ça va pas tenir. Là en l'occurrence, vous voyez d'ailleurs sur le CAC, je le répète, on est sur cette zone des 5240. Moi je suis absolument serein de ne pas prendre de position acheteuse autour de cette zone de 5240. Si lundi matin, on doit ouvrir en gap haussier avec un open égal plus bas, etc., ça ne me dérange absolument pas d'acheter plus haut. Je préfère attendre, alors pas d'être sûr, on n'est jamais sûr, hein, bien évidemment, en bourse. Lorsqu'on prend une position, on n'est jamais sûr. Mais en l'occurrence, je préfère attendre une confirmation que cette zone des 5240 tienne bien et prendre position plus haut. Alors, je n'aurai pas le point bas, mais au moins, je sais que lundi matin, je ne vais pas me faire trader potentiellement. Potentiellement, on ouvre à 5215 si vous avez une position à l'achat. Jamais vous la coupez et on va se retrouver à 5050. 5050, vous moyennez et si jamais on rentre en tendance baissière, eh bien, votre compte est cramé tout simplement. Comme promis, on va faire un point sur le Bitcoin. Alors, je vais être très rapide et très concret. Je vous donne le lien dans la description de cette vidéo, comment me suivre et comment suivre les différentes interventions que j'ai, notamment sur les cryptos. Je vais très certainement en faire de plus en plus. C'est ici sur TradingView, vous me suivez. Déjà, ça me fera plaisir. Et puis comme ça vous permettra de retrouver justement toutes mes interventions sur les cryptos en temps réel. Je vous donne également le lien justement de ce que j'ai posté en début de semaine sur, donc c'était le 5 septembre, c'était il y a 2 jours, c'était mercredi. Concernant les cryptos et concernant surtout le Bitcoin d'ailleurs. Donc j'ai posté qu'une seule chose, qu'un seul graphique depuis le 7 août, c'était celui-là sur le Bitcoin. Je vous ai dit, attention, on est au milieu de nulle part. Oui, mais on a regardé cette oblique descendante. Alors comme pour le biseau qu'on a vu ensemble sur le CAC, on est ici sur une espèce de faux signe, d'un faux biseau, pardon, descendant, puisque la tendance précédente n'est pas particulièrement haussière ici sur le Bitcoin. On est plutôt arrivé en bas, par le haut, pardon, dans ce biseau, et on est à un biseau descendant ici. Donc c'est pas une figure de continuation de la tendance précédente. On est plutôt dans une oblique descendante. Et vous voyez ici 7225. Je vais appuyer ici sur le petit bouton play et vous allez voir. Donc après vous lirez bien évidemment, je ne suis pas là pour refaire exactement, vous réexpliquer tout ce que j'ai écrit, etc. Il suffit de me suivre et vous lirez mes commentaires là-dessus. Mais vous voyez ici, je n'achète absolument pas la zone de cours actuelle parce qu'on est potentiellement sur une résistance intermédiaire. Et au contraire, même si on arrive sur cette zone des 8200, 8400 $ sur le Bitcoin, je chercherai à le vendre. Ici, ma zone d'achat entre 5800 et 5000 $. Je vais appuyer ici sur le bouton play. Voilà ce qui s'est passé. Le Bitcoin, alors il a perdu quasiment 20%, entre 10 et 20% depuis justement que j'ai posté ça au milieu de nulle part. Et vous voyez que la borne haute de cette oblique descendante a quand même particulièrement bien fonctionné. Voilà, donc si vous voulez me suivre, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Ça me rend vraiment très plaisir. Voilà, c'est tout pour moi. On a fait un point marché alors global, peut-être un petit peu plus long que d'habitude. Un grand merci pour vos likes et vos pouces et vos partages. Je suis vraiment très ravi de vous retrouver. J'ai vraiment beaucoup d'idées en tête pour améliorer, pour rendre le contenu beaucoup plus agréable, beaucoup plus régulier également. Très prochainement, je vais même faire des lives sur une chaîne en particulier, pas forcément sur YouTube, mais je vous dirai tout ça en temps voulu. Sur IVT, la rentrée a été quand même très intéressante parce qu'on a mis en place beaucoup de choses, notamment ce qu'on appelle le RS-Bot. C'est un indicateur justement lié à la méthode IVT qu'on vous enseigne depuis maintenant plusieurs années, qui vous aide à la réflexion, qui vous aide à prendre des décisions et à prendre pourquoi pas des positions. Donc tout ça, c'est sur IVT
ici. N'hésitez pas à nous rejoindre ici. En haut à droite, vous avez devenir membre VIP. Vous avez différentes formules, etc., etc. En tout cas, me concernant, je vous retrouve sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, j'y suis un petit peu moins, mais en tout cas sur YouTube et sur cette chaîne. Dès la semaine prochaine, je vais peut-être faire plus de vidéos, plus de contenus différents. Merci de mettre un pouce bleu, ça ne vous coûte pas grand-chose et moi, ça m'apporte vraiment beaucoup en termes de motivation et d'échange également avec vous parce que je suis vraiment très très attentif également aux commentaires que vous postez dans les différentes vidéos. Les nouveautés, donc il va y en avoir tout au long de cette fin d'année. Le RSBot à découvrir. On a mis en place également des robots de trading ici qui fonctionnent particulièrement bien. Donc si vous voulez nous rejoindre également de manière gratuite, si l'affiliation, eh ben, ça vous dérange, ça vous embête, eh bien évidemment, on n'oblige personne à passer par ce système-là, mais au contraire de payer votre formation, votre suivi. Vous avez vu toutes les notifications qu'on a et qu'on propose. Il y en a des dizaines tous les jours, que ce soit, alors ici vous avez les notifications uniquement sur les indices, il y a également les notifications sur le Forex, sur les actions, sur les cryptos, des lives de trading, toute la formation IVT qu'on a mis en place avec Rodolphe que vous pouvez consulter quand vous le souhaitez. Il y a des centaines d'heures de vidéos, de live, de notifications, etc., etc. Et si vous avez besoin d'avis extérieur, et ben c'est très simple, vous avez plus témoignages abonnés. Les témoignages abonnés sont validés, sont identifiés par des vraies personnes ici dont vous retrouvez le pseudo, vous retrouvez également ces personnes. Donc c'est absolument pas des faux témoignages, etc., etc. Ce sont des personnes, généralement en plus, c'est vraiment très sympa de leur part parce qu'elles communiquent de manière très très intensive sur les réseaux sociaux, etc. Donc un grand merci parce que c'est vrai que de temps en temps, quand on retrouve comme ça les marchés, etc., on se dit oh là là, on revient au boulot, on va retrouver le trading, etc., ça va être compliqué, j'ai pas envie de revenir, etc. Mais c'est vrai que d'avoir autant de personnes comme ça qui vous soutiennent, c'est vraiment très très agréable. Donc un grand merci à vous. Je vous invite à les consulter encore une fois, si vous ne nous connaissez pas sur IVT, témoignages abonnés. Ici, vous avez tous les témoignages depuis le début, en toute transparence. Il y en a plus de 200, je crois. Donc comme ça vous permet après d'avoir un petit avis. Et également ici de professionnels. Ici notamment, vous voyez le dernier commentaire du 5 septembre. Merci à toi TS si tu vois cette vidéo. Professionnels des marchés financiers, etc. Donc voilà, je vous mets le lien, tous les liens dans la description de cette vidéo. Un grand merci, je vous retrouve très rapidement sur YouTube. La vidéo a été peut-être très longue. Merci en tout cas de l'avoir vue jusqu'au bout. Merci pour vos pouces, vos commentaires et je vous retrouve à très vite sur IVT bien évidemment et également sur YouTube et sur Twitter, Instagram, etc. Bye bye.